grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Corruption, la répression est-elle efficace? C'est le thème qui sera largement débattu au cours de ce grand dialogue. De cadre de l'énergie du Mali et d'MSA en garde à vue, 19 millions de litres de carburant non livrés à ce stade. Les dossiers liés à l'achat de l'avion présidentiel et équipements militaires en état d'avancement. Ces informations ont été annoncées par le ministre de la Justice, garde de Sceaux. Selon lui, plus de 4 milliards de francs CFA ont déjà été restitués à l'EDMSA. Alors qui est accusé? Qui doit payer? Quelles peuvent être les conséquences économiques de cette situation? Nos invités pour en parler, Moussa Ousmane Touré, président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière, Youssouf Roger Février, juriste, et Modibo Mao Makalou, économiste. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La deuxième édition de la Semaine nationale de la justice au Mali a pris fin le 13 février dernier. Le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué, avait fait des révélations lors de cette deuxième édition. Suivons sa réaction. Le dossier de EDM, il y a des personnes qui sont en garde à vue et qui seront bientôt présentées aux juridictions compétentes. Il y a une quantité importante de carburant qui a été régularisée. Il y avait plus de 19 millions de litres de carburant qui n'étaient pas livrés. Au stade actuel de l'enquête, 6 millions ont été régularisés. 13 millions sont en cours de régularisation. Au cours actuel du gasoil, prenez même 800, vous aurez 4 milliards 800 de francs CFA restitués déjà à EDM. À ce niveau, le dossier lié au matériel militaire et à l'avion présidentiel est un dossier aujourd'hui qui a suffisamment avancé. Nous sommes sur les derniers actes pour aller à la clôture. Et si tout se passe bien, avant la fin du premier trimestre 2024, nous aurons l'épilogue de cette affaire. Une autre procédure qui a défrayé la chronique, c'est les fraudes aux logements sociaux. Nous avons remarqué un circuit parallèle d'attribution des logements sociaux suite aux actes de certains agents ayant abouti à attribuer des logements sociaux à des personnes qui n'étaient pas éligibles au programme. Moussa Ousmane Touré, vous êtes président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption. Alors, des cadres de l'EDM soupçonnés dans une corruption, comment en est-on arrivé là? Bon, tout est parti de la sortie médiatique de Madame la ministre de l'Énergie et de l'Eau, que nous saluons beaucoup pour son courage. Madame, lors de sa sortie sur le petit écran, a eu à étaler sur la place publique des pratiques corruptives qui sont souvent pratiquées au sein de EDM, vol de carburant, surfacturation, j'en oublie. Et selon les informations dont nous disposons au sein du réseau, c'est elle d'ailleurs qui a demandé à la justice d'enquêter, sans oublier que bien avant sa sortie, il y aurait eu un audit. Un audit a été fait et dans cet audit, toutes les pratiques ont été décelées. Et c'est de là que la justice a commencé à faire son travail, qui est de mener des enquêtes. Des personnes ont été entendues et vers le 12 janvier dernier, des cadres d'EDEM ont été gardés à vue. Et toujours selon nos informations dont nous disposons, certains seront placés sous mandat de dépôt dans les tout prochains jours. D'accord. Alors, est-ce à dire qu'a-t-on négligé quelque chose de la part de l'État pour qu'on arrive là? Bien sûr. Vous savez, la mauvaise gestion, ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvent, nous sommes nos États, sinon pour ne pas dire l'État malien,
est négligent. C'est ce qui souvent, malheureusement, explique certaines situations scandaleuses comme celle de l'EDEM. Sinon, s'il y avait des contrôles réguliers, de la rigueur, nous n'en arriverons pas là. D'accord. Modibo Mao Makalou, des cadres de l'EDEM SA et même l'ancien ministre de l'énergie et de l'eau entendu dans une corruption. Comment en est-on arrivé là? Merci bien, M. Maïga, pour votre question. Le sujet est d'importance et d'actualité. Le dossier EDM est complexe. Il est complexe et je pense que nous sommes loin de voir le bout du tunnel pour le moment. Effectivement, il y a des personnes qui ont été interpellées, mais rappelons qu'il y a la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que vous êtes interpellé que vous êtes coupable. Donc, des personnes ont été interpellées non seulement le 10 janvier, mais une autre personnalité le 12 janvier 2024. Mais EDM, c'est une anomalie. D'abord, c'est une société, une entreprise qui est sous la coupe de l'État depuis 2018. C'est 100% étatique depuis 2018. Quand EDM a été créé le 14 octobre 1960, l'État était actionnaire majoritaire avec d'autres groupes étrangers. Ensuite, à partir de 2000, l'État s'est associé avec des structures privées. Et cela a pris fin en 2018. Mais il y a beaucoup de difficultés au niveau d'EDM. Il y a des difficultés de différents ordres. Et je pense qu'on doit faire un audit complet d'EDM, un audit organisationnel. Il y a trop de centres de prise de décision au niveau d'EDM. Je ne parle pas de maintenant, je parle de la présidence est impliquée, la primature est impliquée, le ministère est impliqué, le conseil d'administration est impliqué, la direction est impliquée. Donc c'est un cumul de dysfonctionnements qui se sont accumulés au fil des ans. Et évidemment, la gestion de l'entreprise est catastrophique parce que le mix énergétique est à peu près 60% actuellement, alors qu'en 2002, le mix énergétique était de 73%, mais en 2003, le mix énergétique, c'est-à-dire l'hydroélectricité, était de 73% en 2002, mais de 83% en 2003. Et le thermique, comme vous le voyez, c'était 27% en 2002, mais ça avait beaucoup baissé depuis. Mais maintenant, le thermique, est, avec la hausse du coût du carburant, du pétrole, mais aussi la hausse du coût du dollar par rapport au CFA, ça fait que les coûts ont vraiment explosé. Mais donc, si vous prenez la structure des achats d'EDM, 80% de tout ce que EDM dépense concerne le carburant et les achats d'énergie. Mais donc, quand vous achetez du carburant et que c'est mal contrôlé, évidemment, ça peut ouvrir la porte à de l'enrichissement, de la corruption, parce que ce carburant, même s'il n'est pas consommé par EDM, peut être revendu sur le marché. Donc, il faut vraiment renforcer la gestion, et je pense que EDM a pris déjà des dispositions par rapport à la gestion de ce carburant, et je pense que c'est ce qu'on a entendu le ministre de l'Énergie dire, et puis aussi le ministre de la Justice, que c'est là maintenant qu'on sait qu'est-ce qui a été acheté, qu'est-ce qui a été consommé, qu'est-ce qui n'a pas été consommé. Ça, c'est la gestion des stocks. C'est indispensable pour la bonne gouvernance financière d'une entreprise. Donc maintenant, par rapport à qui a fait quoi, il faut un audit, parce que EDM, vous savez, c'est la production d'énergie. EDM produit de l'énergie, mais EDM seul ne produit pas de l'énergie. EDM achète de l'énergie avec des producteurs privés et des producteurs publics. Elle achète avec un État voisin, elle achète avec des compagnies privées qu'on appelle les IPPP, les IPP, les producteurs indépendants privés. Mais ces contrats aussi doivent être quand même soigneusement étudiés. Est-ce que vous savez que certains de ces contrats disent que l'achat du carburant est à la solde de EDM? Donc vous estimez qu'il y a une négligence quelque part? Non, mais c'est une négligence coupable. Une négligence coupable qui a profité à des personnes. Ça ne date pas d'aujourd'hui seulement. Je pense qu'il faut un autre... De qui? Mais de ceux qui avaient en charge la gestion. Parce que vous savez, il ne faut pas oublier que le contrôle et le suivi de la gestion d'EDM relève du ministère. La politique énergétique relève du ministère de l'Énergie. Mais la gestion au quotidien de EDM relève
de la direction, sous la coupe du conseil d'administration, parce que le conseil d'administration fixe les orientations et la direction doit appliquer ces orientations. Donc, toute cette chaîne, pourquoi on parle que de quelques cadres? Ce n'est pas quelques cadres. Il faut remonter à plus loin et il faut quand même voir. Donc, il faut un audit objectif, complet, organisationnel, infrastructurel, financier et aussi technique. Parce que EDM, ça fait des années que EDM n'a pas fait d'investissement. Et donc, tout cela, il y a beaucoup d'argent qui ont été gaspillés dans d'autres choses et il faut revoir un peu tout cela. D'accord. Modibo Mao Makalou parle qu'il faut un audit objectif. Moussa Ousmane Touré a déjà affirmé qu'il y avait eu auparavant un audit au sein de l'EDEM SA avant la sortie du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Alors, est-ce à dire que le système d'alerte a-t-il fonctionné au niveau des 3 structures de contrôle, à savoir le contrôle général des services publics, la Cour suprême et le vérificateur général? Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est une première et je pense que ce ne sera pas une dernière. En tout cas, il existe beaucoup de mécanismes de contrôle, que ce soit des services publics ou parapublics. Mais en ce qui concerne l'énergie, lui, le grand frère dit qu'il faut un audit, mais moi, je vais plus loin. Il faut un état général de l'énergie et de l'eau. Ce n'est pas l'EDM seulement. Il y a des quartiers à Bamako qui peuvent faire 24 sans avoir l'eau. Ça, l'EDM, c'est une nouveauté pour moi, quoi. C'est une nouveauté pour les Maliens. Le délestage est une nouveauté pour les Maliens. Aujourd'hui, il a parlé du thermique. Nous devons sortir totalement du thermique. Parce que c'est coûteux et puis c'est révolu. Si ce n'est pas les États africains, personne n'applique plus ces mesures de production de l'énergie. Donc, sur un premier plan, vous parlez de la Cour suprême ou bien des organes de contrôle. Mais il faut que l'État s'assume d'abord. Même la nomination des personnes qui gèrent les services publics, on doit aller sur de nouvelles bases. L'EDM seulement n'a pas de problème, c'est tout l'État malien qui est en cause aujourd'hui. Donc nous devons changer de fusil d'épaule, sinon trop c'est trop. Les gens ne peuvent... Ceux qui n'ont pas les moyens, les petites et moyennes entreprises souffrent aujourd'hui. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un groupe électrogène aujourd'hui. Non moins les foyers. Donc nous devons aller sur de nouvelles bases, une nouvelle forme de gouvernance de tous nos services publics, que ce soit l'EDM ou d'autres services aujourd'hui. Mais toutes ces structures dont j'ai parlé tout à l'heure, le contrôle général des services publics, la Cour suprême, le vérificateur général, ont des comités à leur position qui contrôlent les services publics. Est-ce à dire qu'au niveau de ces structures-là, le système d'alerte n'a pas fonctionné? Oui, je ne peux pas affirmer ça. Mais en tout cas, ceux qui doivent surtout contrôler les services publics, peut-être qu'il y a une faille à leur niveau. Donc, moi, je pense que la haute sphère de l'administration, c'est quoi? C'est le gouvernement d'abord. C'est le gouvernement qui doit fixer les caps. Si ces services de contrôle donnent des orientations ou font des analyses qui disent que ça n'a pas fonctionné de ce côté, ça n'a pas fonctionné quelles sont les mesures à prendre? C'est la justice qui doit prendre les relais en ce moment. Par exemple, s'ils disent que Imurana, les DG de l'EDM ou les ministres a fauté quelque part, qui doit se charger de cette affaire-là? C'est ça. Sinon, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis. Mais et les rapports, où nous en sommes? Combien de rapports sont sortis sur l'EDM et les services publics au Mali? Et où nous en sommes? Parce qu'on je ne peux pas dire, on a tendance qu'il y a une certaine impunité ou il y a une certaine catégorie de Maliens qui ne peuvent pas faire face à la justice. C'est ce qui doit cesser. D'accord. Modibo Mao Makalou veut réagir à la question. D'abord, par rapport à ce que M. Roger vient de dire, par rapport à l'eau, il faut reconnaître que sans électricité, l'eau ne marche pas. Ça marche en tandem. Et les deux structures étaient ensemble. Jusqu'en 2011, je pense qu'on les a séparées. Et généralement aussi, c'est l'électricité qui finance l'eau parce que l'eau n'est pas rentable. Et ça demande énormément d'investissement. Donc, les ressources étant rares depuis une dizaine d'années avec la crise multiforme que nous connaissons. Maintenant, vous avez parlé des rapports. Il y a un rapport qui est quand même très complet qui a été fait par le bureau du vérificateur. Je pense que c'est le rapport 2020. Et une vérification financière a été faite, mais aussi la vérification de la performance d'EDM. J'avoue que, par exemple, dans ce rapport, il est dit qu'en 2016 et 2019, il y a eu 81 milliards
de francs CFA de perte d'énergie. Ça veut dire quoi? L'électricité a été produite, mais elle n'est pas arrivée chez le consommateur. Mais ça, vous imaginez, ça c'est depuis 2020, on est en 2024 aujourd'hui. Mais j'avoue, et je pense que Comment cela peut-il arriver? Merci. Mais maintenant, donc c'est pour cela que je dis qu'il faut remonter à plus loin. Il ne s'agit pas de pointer les doigts et puis d'accuser. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une réflexion stratégique par rapport à l'énergie. D'abord, nous n'avons pas de document de politique énergétique au Mali depuis 2006. Les états généraux dont M. Roger vient de parler, je l'ai proposé plusieurs fois, parce que j'étais intervenant au salon des investisseurs dans l'énergie en février ou en mars de l'année dernière. Il faut qu'on revoie le modèle de l'énergie au Mali. Pourquoi dans notre mix énergétique aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 5% alors que nous sommes l'un des pays les plus ensoleillés au monde? Donc ça n'a pas de sens. Et nous avons le Centre régional d'énergie solaire qui a été créé à Bamako ici, le CRES, tout le monde le connaît. Et aujourd'hui, c'est là-bas que la Madère est logée. Mais le Mali se détourne de cela pour aller vers le thermique, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on revoie ce modèle économique. Et en dernier lieu, ce que je veux dire par rapport, il faut saluer la volonté politique actuelle. D'abord, le fait que le ministre soit intervenu, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec la forme de communication, mais c'était courageux, elle a mis le pied dans le plat, elle a crevé l'abcès. Mais aussi, maintenant, il s'agit de savoir qui a fait quoi. Mais retenons qu'il y a présomption d'innocence. Et essayons de résoudre les problèmes dans leur cause plutôt que dans leurs symptômes, parce que, évidemment, il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent à EDM et je pense qu'il y a des personnes honnêtes là-bas. Il ne faut pas qu'on jette l'eau avec le bébé. Voilà. D'accord. Alors, on parle de corruption au sein de l'énergie du Mali, 59 citernes détournées, 19 millions de litres de carburant non livrés à ce stade. Est-ce à dire les services de contrôle, comme je l'ai dit, de la Cour suprême, du vérificateur général, du contrôle général des services ne fonctionnent pas? Si, les services fonctionnent, mais il faut de la décision politique pour aller. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le rapport, je vous ai dit que ça fait 4 ans que le rapport du vérificateur est sorti. Est-ce que vous avez entendu qu'il s'est passé quelque chose? Rien. Donc c'est ça, la décision est prise maintenant de crever l'abcès. Et on voit que les lignes sont en train de bouger. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important à mon avis. Mais quand vous parlez, il faut faire extrêmement attention. J'ai entendu 4 milliards concernant 6 millions de litres, mais vous savez que la consommation journalière d'EDM, c'est 1 million de litres de gasoil. C'est pour tous les Mali ou bien Bamako seulement? Tout le Mali. EDM, à peu près 1 million de litres. Ils sont environ 300 millions de litres par an, un peu plus. Et je pense que, selon mes estimations à moi, ils iront à 400 millions cette année de litres par an. D'accord. Moussa Ousmane Touré, toutes ces structures peuvent s'autosaisir de dossiers qu'elles trouvent pertinents à traiter. Malgré cela, il existe un sérieux doute dans l'attribution des marchés publics. Pour quel but selon vous? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur la question que vous avez eu à poser relative au système d'alerte. Est-ce que le système d'alerte, je dirais oui. D'ailleurs, j'en profite de votre plateau pour dire à nos téléspectateurs et auditeurs de votre studio et de vos partenaires que le bureau du vérificateur a des missions différentes du contrôle général des services publics. Le bureau est une structure de contrôle externe. Le bureau n'intervient qu'après utilisation de fonds alloués à des services publics, alors que le contrôle général, c'est une structure de contrôle interne. En pleine exécution, ils peuvent commander, dépêcher une mission pour voir est-ce que tout se passe bien. Mais le problème à ce niveau, c'est que contrairement au bureau du vérificateur général, qui est une autorité indépendante, une structure administrative indépendante, le contrôle général est sous la tutelle de la primature.
D'ailleurs, chaque année, le contrôle général élabore son programme annuel de vérification et le soumet à l'approbation du Premier ministre. Et si le Premier ministre ne donne pas son aval, ils n'effectueront aucune mission, contrairement au bureau du vérificateur qui est indépendant, qui élabore. Mais souvent, ces structures aussi, pour véritablement mener des missions de vérification, d'audit, il leur faut quand même des éléments probants, des preuves, où souvent c'est ce qui pose problème, qui fait défaut. Mais est-ce que ces institutions sont crédibles selon vous, ces institutions de contrôle? Bon, là, je dirais oui ou non. Parce que Pourquoi? vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, lors des assises de la refondation, des organisations de la société civile sont allées jusqu'à demander la rationalisation de ces structures. Certains, lors de ces assises, ont dit qu'il y a trop de structures de contrôle, de lutte contre la corruption pour très peu de résultats, donc de les fusionner. Vous voyez, alors que nous, qui sommes acteurs, qui militons dans des organisations de lutte contre la corruption, comme le réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption, nous pensons qu'il y a peu de structures de lutte contre la corruption. Pour preuve, vous avez vu tout récemment, une nouvelle structure vient de voir les jours, l'agence de gestion de recouvrement. Voilà, et il y en aura d'autres aussi, parce que le président de l'OCLEI, lors des semaines africaines, lors de la journée internationale de lutte contre la corruption et des semaines africaines et nationales de lutte contre la corruption, a attiré l'attention de l'opinion sur la nécessité d'avoir les conseils supérieurs des dépenses publiques. Ça aussi, ça va être une structure. Donc, pour maintenant revenir à votre question, moi, je pense que ces structures-là, il faut essayer de relire leurs textes pour véritablement leur donner les moyens de leur lutte. Vous n'êtes pas sans savoir que les bureaux du vérificateur général, jusqu'à l'heure actuelle, quand il est saisi d'une affaire de concussion, mais il va se déclarer incompétent parce que ces textes ne lui permettent pas. Même les fraudes dans les concours, il n'est pas compétent pour mener des investigations là-dessus. Donc pour moi, il faut revoir les textes de ces structures-là pour les donner plus de pouvoir, leur permettant de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, sous toutes leurs formes. Voilà. Issouf Roger Février, vous êtes juriste. L'appareil judiciaire a-t-elle joué un rôle dans la défaillance des services publics? Bon, je dirais oui et non à la fois. Parce que nous devons aussi avoir une justice indépendante. Parce que ça, c'est la séparation des pouvoirs. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, comme il l'a dit, la question des volontés des autorités, ça, c'est déjà un premier pas. Donc, la justice est en train de faire son travail, mais surtout, tous ceux qui ont été interpellés ne sont pas des coupables. Donc, comment dirais-je, il faut que leur culpabilité soit établie pour qu'ils soient des coupables. Donc, c'est des présumés innocents. La justice est en train de faire ce travail. Mais surtout, ce que nous devons avoir, comme la société civile est là, la société civile doit avoir des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas à l'État seulement de réprimer, quoi. Donc, ceux qui sont de la société civile, les structures de contrôle doivent s'ouvrir pour que même les gens de la société, ou un simple citoyen, peut venir avec des preuves. Demander à ce qu'on poursuive quelqu'un ou bien à ce que cette personne soit interpellée parce qu'il doit avoir des preuves. On doit avoir des lanceurs d'alerte partout et ça va faciliter la tâche de la justice pour faire son travail efficacement. D'accord. Makalou a parlé tout à l'heure d'un rapport sorti depuis 2020 du bureau du vérificateur général sur l'énergie du Mali. Pourquoi, selon vous, l'appareil judiciaire ne s'est pas auto-saisi de ce dossier-là, qu'il faut attendre que les autorités de la transition viennent pour mettre la pression sur la justice pour qu'elle fasse ce travail? Non, nul ne doit mettre la pression sur la justice. La justice doit être libre, elle doit faire son travail correctement. On dit que le temps de la justice n'est pas celui des hommes. La justice parfois peut paraître lente,
mais elle fait son travail comme elle veut, comme elle peut. Parce que c'est des règles c'est des règles à travers lesquelles que la justice fait son travail. Personne ne doit faire la pression sur la justice. Elle est indépendante et elle doit rester indépendante pour que nous ayons une société efficace et pour que la séparation des pouvoirs soit une réalité. D'accord. Modibo Maoumakalou, est-ce à dire que toutes les institutions ont failli aujourd'hui au Mali? Non, nous sommes dans un problème de gouvernance, de malgouvernance établi depuis quelques années. C'est une réalité que l'État malien connaît beaucoup de difficultés au niveau de la gouvernance et ça c'est depuis quand même une trentaine d'années. Et ce phénomène, il faut le résorber. Et je pense que maintenant, ce que M. Sidibé a dit, moi je suis... Février a dit, c'est quand même par rapport à l'état de droit. Je suis un fervent partisan de l'état de droit. Je pense que la justice doit être indépendante. Je pense qu'il doit y avoir une séparation effective des pouvoirs. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait une justice aux ordres dans notre pays. Les magistrats sont des gens qualifiés. Ils ont des pouvoirs importants, et comme on le dit, s'ils pouvaient faire leur travail. Et encore pour revenir à la volonté politique, il faut se référer aux priorités nationales établies dans le projet de loi de finances 2024. La justice a eu un budget, les autorités ont octroyé à la justice un budget jamais égalé à ce jour. Donc les moyens maintenant suivent. On ne peut pas dire que maintenant la justice n'a plus de moyens, parce qu'avant les moyens manquaient. Maintenant la justice, on lui a donné les moyens de ses ambitions. Maintenant, il y a une stratégie nationale aussi de lutte contre la corruption qui a été adoptée, je crois, en décembre, si je ne m'abuse, établie sur 4 axes. Donc, la vision est là, la méthode est là, les moyens sont là. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. Mais surtout, que personne ne soit au-dessus de la loi et que personne ne soit en dessous de la loi. Les personnes interpellées, le ministre de la Justice, j'ai bien suivi ce qu'il a dit, il faut que les juridictions fassent leur travail le plus rapidement possible pour qu'on puisse trancher ces cas qui sont devant les juridictions et que les personnes interpellées ne puissent ne pas durer dans cette position parce que ça peut impacter vraiment leur psychique et puis leur famille et puis leur avenir. Donc je pense que ça c'est quelque chose de très important et surtout il faut quand même saluer, moi je pense qu'il faut encourager la société civile, et là, ce que M. Février a dit, je renforce encore ça, il faut une coalition multipartite. Ce n'est pas l'affaire de l'État, parce que les ressources publiques concernent l'ensemble des Maliens. Vous imaginez, les fonctionnaires font 1% de la population malienne. Et le reste, nous autres, nous sommes 99% de la population malienne. Donc quand il y a détournement de fonds, quand il y a pot de vin, quand il y a concussion, quand il y a trafic d'influence, quand il y a favoritisme, tout ça c'est de la corruption. Donc, vous diminuez les ressources et vous mettez en difficulté l'état de droit et vous mettez en péril le bien-être des populations. D'accord. Les autorités de la transition ont fait de la lutte contre la corruption leur bâton de pèlerin. Le président de la transition avait affirmé qu'il y aura tolérance zéro. Malgré tout, la corruption et l'enrichissement illicite persistent au Mali. Pourquoi, selon vous ? Non, c'est la nature humaine. Ce n'est pas ici seulement, c'est dans tous les pays du monde. J'ai regardé l'IPC de 2023, l'indice de perception de la corruption établi par une ONG Transparency International. Et vous savez que c'est en 2003 seulement que le Mali a été classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Et vous savez, la moyenne en Afrique, c'est environ 32%. 0 sur 100, ça veut dire que vous êtes un pays très corrompu. Et 100%, ça veut dire que vous êtes un pays où la corruption n'existe pratiquement pas. Mais la moyenne des pays africains, c'est environ 32%. Donc vous voyez l'impact que ça a dans un pays où les ressources sont plus rares. Parce que si vous regardez notre projet de loi de finances 2024, c'est-à-dire le budget 2024, il y a 3071 milliards de dépenses publiques qui seront effectuées, dépenses budgétaires qui seront effectuées en 2024. Ça, ce sont les ressources à nous tous, aux 22,5 millions de Maliens que nous sommes. Et les recettes ne sont que de 2388 milliards. Et ce différentiel, cet écart budgétaire, ça qu'on appelle le déficit budgétaire, on doit l'emprunter. Et quand on l'emprunte, on doit payer un taux d'intérêt là-dessus. Mais comment vous pouvez comprendre que dans un pays où 44% des Maliens aujourd'hui gagnent moins de 1000 francs par jour, 44% des Maliens gagnent moins de 1000 francs, que quelques-uns s'amusent avec des milliards
sur le dos des populations et qu'il n'y ait aucun effet là-dessus, aucune dissuasion. Donc je pense qu'il faut augmenter non seulement la prévention, il faut davantage avec les coalitions, la société civile, augmenter, sensibiliser les personnes par rapport à la corruption, qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse contrôler, mais ensuite qu'on puisse réprimer. Donc il ne faut pas d'impunité. Et je suis entièrement d'accord avec ça. N'oubliez pas qu'on a eu plusieurs forats sur la corruption avec des plans d'action. On en a eu un en 2008, on en a eu un en 2014 qui avait été déclaré année de lutte contre la corruption. C'est cette année qu'on a eu la plus grande corruption jamais vue dans notre pays. Et cette fois-ci, les actes suivent les paroles. Et ça, c'est important. D'accord. Moussa Ousmane Touré, qui sont donc responsables de l'aggravation du phénomène de la corruption et de l'enrichissement illicite au Mali? Qui sont donc responsables de l'aggravation de cette situation? Bon, avant de répondre à cette question, puisque mes co-débatteurs ont eu à parler de la société civile en préconisant à ce qu'on soit protégé, les lanceurs d'alerte, qu'il y ait beaucoup de dénonciateurs, de lanceurs d'alerte. J'en profite sur ce plateau pour leur dire que malheureusement, les dispositifs de répression actuels ne dissocient pas les sorts du corrompu de celui du corrupteur. Cette situation crée une sorte de solidarité de fait entre les corrompus et les corrupteurs. Donc, mais nous osons croire que dans les projets, les nouveaux textes de procédure pénale et même dans les codes de pénal, dans les nouveaux codes pénals, que l'on ne sanctionnera que les corrompus. Je vous avoue, si on met ça dans nos textes-là, dans quelques mois, au Mali, tout le monde sera des lanceurs d'alerte, dénonciateurs. Mais vous parlez de réforme. D'ailleurs, pour venir à bout de cette lutte contre la corruption, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait annoncé des réformes dans le secteur. Suivant sa réaction. Notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population. Il faut cependant rappeler que cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, les autorités de la transition ont initié des actions sur le court, moyen et long terme. Ces actions ont concerné l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. Des projets structurants sont lancés avec le concours de nos partenaires. Les efforts de développement dans lesquels nous sommes engagés resteraient vains si la lutte contre la corruption dans les domaines administratifs et économiques n'était pas menée avec détermination. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris une lutte implacable contre ce fléau. Des actions sont ainsi en cours pour que toutes les personnes impliquées dans les actions de corruption répondent devant les instances judiciaires. Moussa Ousmane Touré, c'est-à-dire que les moyens existants ont montré leurs limites dans la lutte contre la corruption. Oui, ça montrait leurs limites. De par le passé, vous n'êtes pas sans savoir qu'un ministre, le pôle économique ou la Cour suprême ne peut pas même interpeller à plus forte raison, placer sous mandat de dépôt un ministre. Donc il faut passer par la haute cour de justice. Mais cette procédure aussi, depuis l'avènement, depuis 2020, cette procédure n'est plus respectée au nom d'une jurisprudence qui n'est toujours pas bien expliquée. D'ailleurs, nous qui sommes acteurs dans la lutte contre la corruption, nous aimerions bien voir un jour les autorités judiciaires nous expliquer davantage. Donc, je pense que de par le passé, il y avait quand même des difficultés qui font que pour que la justice puisse mettre la main sur les hommes à col blanc, ils avaient énormément de difficultés. Des difficultés dues au texte,
aux textes législatifs et réglementaires. Mais je pense que depuis quelque temps, on nous fait savoir que toutes ces difficultés sont du passé. Que maintenant, la justice est de retour. D'ailleurs, le Premier ministre, lors de la rentrée judiciaire de 2023, est allé jusqu'à dire que la justice monte en puissance. La justice monte en puissance, ce qui veut dire que dans les mois à venir ou jours à venir, on va assister à des procès. Parce que tout le problème de la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement d'arrêter des chefs de famille et les mettre, mais il faut les juger. Alors que de tous les régimes, surtout sous ATT et Ibeka, on voit des gens arrêtés, emprisonnés, après c'est fini. C'est fini par des procès. Nous osons croire qu'avec la transition, on assistera à des procès, surtout à des procès équitables, juste équitables. D'accord. Youssouf Roger, selon le président de la transition, les autorités ont initié des actions sur le court, moyen et long en termes, mais aussi l'accélération des renforcements des équipements et de transport, entre autres. Ces dispositions sans contrôle efficace peuvent-elles aboutir aux résultats escomptés? Vous savez, le problème, c'est quoi? Nous avons besoin d'une gouvernance vertueuse. Ce n'est pas les secteurs de l'énergie seulement ou de l'eau. C'est le Mali même qui souffre dans son âme. Vous savez, aujourd'hui, regardez, nous qui avons terminé nos études, depuis plus de 10 ans, on ne travaille pas. Mais qu'est-ce que l'État nous donne comme ressources? Mais vous savez, le Mali, on peut développer ces pays comme les pays européens. On n'a pas besoin de créer, il faut faire de copier-coller seulement. Aujourd'hui, si on doit mettre la justice dans les bonnes conditions de travail, la justice fera son travail. C'est ce que Montesquieu a dit. Il dit quand tu rentres dans un pays, il ne faut pas se demander si ces lois sont bonnes. Mais au contraire, si elles sont appliquées, car on raconte des bonnes lois partout. Vous voyez, on a terminé le temps des beaux discours. Il faut agir aujourd'hui. Il faut agir. On n'a pas le temps. Les gens souffrent. Les secteurs privés souffrent. Aujourd'hui, il faut aller vers des investissements durables. Il a parlé des énergies renouvelables. On a le soleil. Le soleil est là. Nous quittons les thermiques. Allons-y vers d'autres alternatives qui peuvent développer les pays. Aujourd'hui, le président a donné le ton, c'est déjà bien. Les tons, il faut que les tons soient accompagnés des actes. Donc, ceux qui ont été arrêtés, il faut qu'il y ait, comme il l'a dit, qu'il y ait une justice équitable, que les procès s'en suivent. Mais la répression en cours peut-elle être une solution à la corruption? Non, on dit que la loi est de portée générale et impersonnelle. Si on soupçonne que vous avez quelque chose à vous reprocher, vous venez devant la justice. Elle est quand même indépendante. C'est elle qui doit dire que cette personne est innocente, cette personne est coupable. Donc, je pense que la justice doit faire son travail et elle pourra le faire. Il ne s'agit pas de dire que les mesures ont été prises, elles n'ont pas été appliquées, mais le président a déjà donné le ton. Donc, nous allons bientôt avoir des résultats par rapport à cette déclaration du président. Je pense. D'accord. Modibo Mao Makalou, quel est l'impact de la corruption sur le développement du pays? Oui, la corruption, ça annule tous les efforts de développement, parce que ce sont les ressources publiques qui sont quand même englouties. Et c'est englouti par un petit nombre de personnes qui travaillent de concert, comme ça a été dit, c'est des criminels à col blanc. Qui sont tapis dans l'administration. Et vous savez, parce qu'on n'a pas défini la corruption, c'est d'utiliser, que ce soit le privé ou le public, c'est d'utiliser la fonction qu'on a pour obtenir un avantage indu. Et dans ce cas, en numéraire. Donc, vous voyez, si on doit faire un projet, le président, je suis désolé, il peut donner tous les moyens qu'il veut. Si les gens vont détourner ça, ça n'ira nulle part. Il n'est pas le premier à donner les moyens, mais ce n'est allé nulle part. Et les investissements dans notre pays sont en train de diminuer chaque année et le fonctionnement est en train d'augmenter. Je ne critique pas, mais en tant qu'économiste, je pense qu'il faut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Si on dit qu'on met 1000 francs dans quelque chose, il faut s'assurer que ça a coûté réellement 1000 francs ou que c'est 1000 francs qui ont été dépensés. Je vais vous donner un exemple. L'État fait des efforts, mais est-ce que cet effort aboutit à des résultats concrets? Les salaires des fonctionnaires. Vous savez que l'État dépense presque un tiers des dépenses budgétaires sont consacrées aux salaires des fonctionnaires, de l'État central
des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. En 2023, dans la loi des finances rectifiée, c'était 993,5 milliards de francs CFA. Dans le projet de loi de finances 2024, on parle de 1055,31 milliards de francs CFA. Un tiers de nos dépenses budgétaires sont consacrées uniquement au salaire. Est-ce que cela veut dire que le fonctionnaire peut vivre de son salaire? Parce que vous savez, nous, en économique, ce qu'on dit, il faut que la personne qui obtient un salaire puisse tenir son rang. Si ce qu'on vous donne ne vous permet pas de vous consacrer à vos besoins essentiels, mais vous allez chercher le complément quelque part. Même si vous êtes de bonne foi, même si vous êtes très religieux, même si vous êtes très honnête. On vous entend parler est-ce à dire que la corruption est en train de devenir un mal sans remède? Non, je dis qu'il faut bien payer les gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens... Quand les gens ne sont pas bien payés, ils sont appelés à faire de la corruption. Non, il faut bien payer les gens d'abord. Quand quelqu'un est payé à un salaire décent et qu'il effectue ses tâches et que le contrôle est fait, en ce moment, cette personne doit être irréprochable. Mais si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas nourrir sa famille avec ça, qui ne peut pas vivre au quotidien avec ce qu'on vous lui donne comme salaire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il sera tenté, et non, il ne sera même pas tenté, il sera forcé de faire des choses qu'il n'a pas nécessairement envie de faire. Je ne dis pas que j'encourage quoi que ce soit, mais je dis qu'il faut encourager la méritocratie, mais aussi l'honnêteté et autres. D'accord, vous gardez toujours la parole. Parlons à présent du dossier de l'avion présidentiel, équipement militaire énuméré par le ministre de la Justice. En octobre 2014, la Cour suprême avait publié un rapport sur les opérations d'achat de l'avion présidentiel et d'équipement militaire. 29 milliards de surfacturation concernant l'achat d'armement confirmé par la Cour suprême et près de 32 milliards de francs CFA pour le cas de vol et autres violations de procédures dénoncées par le vérificateur général. Quels sont, selon vous, les défis à relever pour réussir la lutte contre la corruption? Non, ce dossier me parle beaucoup parce qu'en ce moment, je travaillais encore à la présidence, j'étais conseiller économique et financier du président de la République. J'ai suivi ce dossier et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait arrêté des gens, mais je reviens encore. Il faut que ça passe devant les juridictions. Il faut que la culpabilité de ceux qui sont accusés soit établie ou bien que ces personnes soient relâchées. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser traîner ce genre de dossier. Mais c'est une très bonne chose dans le sens où, vraiment, je pense que des personnes qu'on croyait intouchables se trouvent devant les juridictions. Mais il faut aller au bout du jugement. Il faut s'assurer que, comme je l'ai dit, que personne ne soit en dessous de la loi, mais que personne ne soit au-dessus de la loi. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a un règlement de compte ou bien qu'en tout cas, il y a une chasse aux sorcières. Mais même si on a quand même la preuve que c'est la première fois que des ministres en fonction ou bien qui viennent de quitter leur fonction sont interpellés au Mali, je pense que c'est une première. Mais il faut encourager les autorités à aller au bout des actions qu'elles ont programmées. D'accord. Moussa Ousmane Touré, quel rôle et responsabilité doivent jouer des structures en charge de la lutte contre la corruption selon vous? C'est de continuer à veiller sur les biens publics comme sur les faits, hein, parce que la constitution du Mali, je vais dire la loi relative au code de transparence, dans une de ses dispositions, je pense qu'au niveau même de son préambule, dit que l'argent public est au cœur de la démocratie, l'argent public est donc sacré. Et également, vraiment, mener régulièrement des vérifications pour ne pas donner l'occasion aux fonctionnaires de nous priver de nos ressources, de nos maigres ressources. On est arrivé à la fin de cette émission, à 15 secondes. Quelle est la responsabilité de la population dans cette lutte selon vous? La population doit demander des comptes à ceux qui nous gouvernent, c'est de la redevabilité. On doit rendre des comptes quand on a la gestion des affaires publiques. On doit rendre des comptes et puis on doit l'exiger. C'est une exigence. Donc elle doit être démise.
Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la corruption, la répression est-elle efficace? Et nous étions avec Youssouf Roger Février qui est juriste, Modibo Mao Makalou économiste et Moussa Ousmane Touré, président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière. J'ai eu le plaisir de présenter ce débat. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.